J'ai toujours été attirée par l'astrophysique, donc j'ai commencé par travailler à l'Observatoire de Paris, où j'ai aussi fait de l'enseignement à l'École normale supérieure, et puis aujourd'hui j'enseigne au Collège de France, donc sur les sujets qui sont la formation des galaxies, la matière noire, les trous noirs, tas de sujets qui ont lieu justement avec tous les infinis, le petit infini, le grand infini. Et je pense que ce sont des sujets qui attirent beaucoup le grand public parce qu'il faudrait savoir d'où nous venons et qu'est-ce que nous faisons là sur Terre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres planètes dans d'autres systèmes solaires comme le Soleil, mais bien plus loin dans la Voie lactée. Donc voici mes sujets de prédilection. Alors depuis 2004, vous êtes aussi élu à l'Académie des sciences. Oui, alors ça c'est une compagnie de scientifiques qui sont passionnants, parce qu'on a toutes les sciences, on a les biologistes, on a les géophysiciens, on a les astronomes, les matheux, physique, chimie, etc. Donc c'est une compagnie très agréable, on travaille beaucoup par rapport même à d'autres académies qui se réunissent de temps en temps, une fois par mois, on se réunit une fois par semaine. Donc on fait beaucoup de travail, on travaille sur des sujets passionnants, des sujets d'actualité, des sujets sur le climat par exemple, sur les OGM, des sujets dans lesquels le gouvernement par exemple nous demande notre avis, notre expertise. Donc on la donne et ça c'est important parce qu'on a une certaine connaissance que d'autres n'ont pas et qu'on se spécialise dans ces connaissances. Et donc il est important que l'on fasse un petit peu diffuser nos connaissances envers le grand public et qu'on soit utile à la société. Alors nous avons une équipe en effet d'une douzaine de personnes. On a des chercheurs permanents, on a des étudiants, on a des post-docs. Et avec ces jeunes et puis ces moins jeunes, on a toute une série d'âges, on travaille sur des sujets donnés. C'est-à-dire qu'on est intéressé par exemple sur la formation des galaxies, comment elles forment leurs étoiles. En fonction du temps, on sait qu'elles formaient beaucoup plus d'étoiles autrefois. Toutes les étoiles qu'on voit dans la Voie lactée, elles ne datent pas d'aujourd'hui, à un certain âge, peut-être 10 milliards d'années. Donc on voudrait savoir quand est-ce qu'il y a eu un pic de formation d'étoiles. On s'est aperçu que c'était à peu près à la moitié de l'âge de l'univers. Toutes les galaxies formaient des étoiles comme des feux d'artifice. Et aujourd'hui, le feu d'artifice est un peu éteint et notre Voie lactée forme une ou deux masses solaires par an seulement. Alors autrefois, on pouvait en former 1000 masses solaires par an. Donc on voudrait comprendre pourquoi il y a eu un feu d'artifice de formation d'étoiles et pourquoi on a formé toutes ces... Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gaz dans les galaxies. Ils ont évidemment été consumés par la formation d'étoiles, mais pas seulement. Il y a du gaz en dehors des galaxies qui tombe encore, qui réalimente les galaxies et pourrait former plus d'étoiles. Et on se demande pourquoi il y a eu une extinction de la formation d'étoiles et on aimerait comprendre sa formation de galaxies. Oui, parce qu'en effet, on a beaucoup travaillé avec des mentors, en fait, des gens qui avaient déjà une grande stature à l'époque. Par exemple, Avery Schatzman. J'ai commencé avec Avery Schatzman. On travaillait à l'époque sur des modèles d'univers symétriques, matière-antimatière. On se demande toujours pourquoi, en effet, notre univers est dominé par la matière, alors qu'au départ, au Big Bang, il y avait une égalité totale entre matière et antimatière. Donc on avait fait une petite théorie comme quoi il y avait peut-être une partie des galaxies étaient faites d'antimatière et les autres de matière. Et puis lorsque les galaxies rentraient en collision, il y avait un feu d'artifice de rayons gamma parce que la matière s'annihilait avec l'antimatière. On avait calculé le rayon gamma qu'on devrait observer, on avait calculé la nucléosynthèse, formation des éléments lourds avec cette théorie. En fait, ça ne marchait pas, donc on a dû se rendre à l'évidence que cette théorie, il y a beaucoup de théories comme ça qui ne marchent pas. On a beaucoup d'idées comme ça et puis on les teste. On essaie de faire des calculs, voir ce qu'on devrait observer, on fait des observations, on s'aperçoit que ça ne marche pas et qu'on passe à une autre théorie. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu différent. En effet, on pense qu'il y a dès le départ une petite asymétrie entre la matière et l'antimatière de 10-9, c'est-à-dire 1 pour milliardième d'asymétrie, et ce qui fait que la matière et l'antimatière s'annihilent, mais il en reste 1 milliardième et qui fait notre univers. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est une question,
j'ai le choix, j'ai l'embarras du choix. Et dans les années 80, il y avait par exemple, c'est à peu près à cette époque-là, en 1984-85, qu'on s'est aperçu que la matière noire devait être non baryonique, c'est-à-dire faite de particules exotiques qui n'étaient pas des protons, des neutrons, etc. Ça me paraît un progrès majeur, parce qu'auparavant, on savait qu'il y avait de la matière noire, c'est-à-dire invisible dans les galaxies, parce qu'on voyait bien que la matière que l'on voit, le gaz, les étoiles, tournent très vite autour du centre, et pour les retenir, il faut de la matière. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de matière noire, presque l'essentiel de la matière est noire, invisible. On pensait qu'il y avait peut-être des atomes d'hydrogène, ou bien alors des planètes, des objets compacts qu'on ne voyait pas, qui ne rayonnent pas, mais qui étaient formés de matière ordinaire, des baryons, d'hydrogène, des protons, des neutrons. Et en 1984-85, on s'est aperçu que ce n'était pas possible, parce que simplement, lorsqu'on forme les galaxies au départ, il faut une matière qui n'interagit pas avec les photons, avec la lumière, donc qui ne rayonne pas, qui est complètement noire, et qui se dissocie des photons, de la lumière. Parce que la lumière empêche la condensation par la pression de radiation et par la pression qu'elle exerce. Elle empêche la galaxie de s'effondrer. Et si on n'a pas cette matière noire qui s'effondre, même s'il y a beaucoup de lumière, à ce moment-là, on n'aurait pas eu de galaxie aujourd'hui. Donc ça, on s'en est aperçu en 1980. Et je pense que ce sont des Américains, plus des Anglais. Par exemple, il y a Primack, Blumenthal, des gens qui avaient une certaine vision là, de la matière noire et qui ont développé cette théorie. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant comme question. Je pense qu'on est à l'aube, à l'aube de découverte, parce que, comme je vous le disais, il y a énormément d'incertitudes. On a beaucoup appris quand même ces dernières années, puisqu'on a appris en 1998 que l'expansion de l'univers était accélérée, ce qui était une surprise fondamentale, puisque normalement, s'il n'y a que de la matière dans l'univers, l'expansion devrait se décélérer par la gravité de la matière, elle devrait être ralentie. Et tout d'un coup, ça s'accélère. Donc on a été obligé d'inventer un composant très, très hypothétique, une énergie noire qui repousse la matière. Donc ça, c'est quelque chose de complètement inconnu, encore une fois. Donc on n'a pas seulement la matière noire qui est connue depuis 1930, et dont le mystère n'est toujours pas résolu, mais on a, depuis l'an 2000, environ, rajouté un autre mystère. 70% du contenu de l'univers est de l'énergie noire, qui est un composant répulsif, qui n'est pas attractif comme par la gravité. Et donc, on voit bien qu'on a accumulé les mystères et que sans doute on est à l'aube d'une découverte qui va résoudre tout ça, parce qu'en fait, la matière ordinaire ne correspond à 5% du contenu de l'univers. Et même la matière ordinaire, on n'a pas toute vue, puisque les galaxies, les étoiles, et tout ce qu'on voit dans l'univers ne correspond qu'à 10% de la matière ordinaire. Donc, on n'a vu que 0,5% du tout. Donc on voit qu'il y a sans doute des découvertes, et je pense qu'en effet ça va arriver maintenant au XXIe siècle, on va avoir notre découverte. Entre guillemets, la dimension que nous sommes, comme vous l'avez dit, à l'aube d'une grande découverte. Oui. Je le précise avec une autre parenthèse, c'est que quand on est à l'extérieur, on voit, il y a plein d'informations partout. Dit autrement, on a vite fait de se noyer, et pour éviter de se noyer, on va juste regarder ces très belles galaxies que vous possédez derrière vous, mais on va rester sur du visuel, sur un rapport, on va dire, très très éloigné, malgré la beauté attirante de ces galaxies, de ces objets. Oui, je pense que c'est quand même une partie. Il ne faut pas négliger les images que diffuse l'astrophysique, sont très importantes aussi. Même dans les images, elles ne sont pas seulement belles, elles nous indiquent plein de choses. Quand on regarde de près, on voit des tas de choses. Par exemple, la structure spirale des galaxies, il faut comprendre pourquoi elles sont spirales, c'est pas évident. Et pourquoi il y a de la formation d'étoiles dans les bras, etc. Donc les images sont une partie non négligeable de la science aussi. Et puis, on peut leur conseiller il y a beaucoup de conférences, par exemple, faites par nos collègues, d'aller à ces conférences, comme ça ils peuvent parler aux astronomes et poser des questions qui n'ont pas bien vu dans tout ce fouillis d'Internet. C'est vrai qu'il y a aussi un fouillis, mais il y a des sites qui sont très bons. Par exemple, le Wikipédia est formidable, je trouve, parce que même quand on connaît
on pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Wikipédia. Donc c'est l'afflux d'informations qui fait que finalement, même s'il y a quelques petites erreurs qui sont là, elles sont très vite corrigées. Et c'est assez effarant parce qu'on pourrait penser que sur Internet, beaucoup de bêtises subsisteraient. Eh ben non. Eh ben non, elles sont corrigées assez vite. Et tout ce qui est écrit est assez juste, en tout cas sur Wikipédia. Je ne regarde pas tout l'Internet, il y a sans doute beaucoup de C'est ce qu'énonçait l'un de vos collègues académiciens, Michel Serres, où ils avaient fait l'expérience et effectivement, en moins d'un mois, l'erreur qui était plus ou moins présente était très très rapidement corrigée. Donc ça, il faut être optimiste sur la capacité de toute l'humanité entière de se corriger et donc ne pas laisser de bêtises ou d'erreurs, simplement d'erreurs. Parce que tout le monde ne connaît pas tout, donc on peut faire des erreurs, mais très souvent elles sont corrigées. Donc c'est essentiel, on peut faire des erreurs, mais si on les corrige, c'est formidable. Donc je pense qu'il faut persister à regarder Internet, avoir son propre sens critique, même s'il y a tout un fouillis, il faut savoir trier. Et on apprend à trier, on apprend à voir ce qui est essentiel et ne pas se perdre. Oui, c'est vrai qu'on ne fait plus attention au bout d'un moment, on ne fait plus attention aux questions de genre. Mais en France, on n'est pas, et en France et dans tous les pays un petit peu méditerranéens, les femmes scientifiques sont à peu près 30% du total. En astronomie, on a à peu près 30%, ce qui n'est pas négligeable. Et dans les pays anglo-saxons, la mentalité est moindre. Donc en effet, il y a moins de femmes en proportion dans le nord de l'Europe. Et puis aux États-Unis, en Angleterre, c'est beaucoup plus difficile pour une femme de se faire sa place dans des milieux scientifiques qui sont plus machos. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on ne fait plus attention. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi, même aux États-Unis ou en Angleterre, des femmes très très importantes et qui ont beaucoup d'énergie pour se faire leur place. Mais il y a en effet une certaine discrimination qui fait qu'on est moins considéré. Alors il y a aussi le fait que maintenant beaucoup de choses passent par Internet et qu'on voit des articles, les gens lisent les articles, parfois ils ne s'aperçoivent même pas que c'est écrit par une femme, donc la discrimination ne joue plus. Ce n'est que lorsqu'on a un colloque, tout d'un coup, les gens se parlent. Ah oui, c'est vous, je croyais que c'était un homme. Donc, au moment, on n'est pas discriminé, ce n'est qu'après. Mais en règle générale, les scientifiques ne sont pas très, très discriminateurs. Donc, je pense que s'il y a moins de femmes en proportion, je pense que c'est pour la difficulté d'avoir un poste pour une femme, parce qu'il faut beaucoup se déplacer. Donc, quand on est jeune, on n'a pas un poste tout de suite. Donc, on a des postes un petit peu non permanents qu'on a dans plusieurs pays. Et ce voyage, quand on a une famille par exemple, est très difficile de voyager, la disponibilité n'est pas grande. Et donc c'est à ce moment-là, parce qu'au début, les jeunes, la proportion est presque 50-50, et puis après, ça tombe parce que les jeunes femmes ont une famille, puis ils ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus aller dans tous les pays. Et c'est là qu'on a une petite réduction du fait que les femmes abandonnent à cause de leur famille, finalement. Oui, d'ailleurs en astrophysique, on a ce genre de public qui est très amateur. Par exemple, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, parce qu'on a une société savante de professionnels d'astrophysique, mais en France, il y a 1200, 1500 professionnels de l'astrophysique. Par contre, dans les clubs, là, il y a des astronomateurs qui s'inscrivent dans les clubs. Il y en a plus de 50 000 qui sont inscrits dans les clubs. Et je pense qu'il y en a encore plus qui ne sont pas inscrits dans les clubs, qui sont amateurs. Et donc, c'est 50 fois plus qu'en nombre que les professionnels. Donc on voit bien que c'est très important d'avoir ces sociétés savantes. En fait, ils ne sont pas ignorants du tout, comme vous le dites. Ils sont très savants parce qu'ils regardent sur Internet. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens d'accéder à la connaissance, beaucoup plus qu'avant. Avant, il fallait avoir des livres et les connaissances nouvelles n'étaient pas encore écrites dans les livres. Ici, sur Internet, tout est écrit tout de suite. Donc il y a un accès beaucoup plus rapide à la connaissance. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui s'intéressent beaucoup et qui ont lu sur Internet beaucoup de choses, donc ils ne sont pas si ignorants que ça. Alors, ils sont connaisseurs. Alors, ils ont accès par l'intermédiaire d'Internet à l'information, la connaissance étant un investissement dont vous avez accès et conscience. Oui, mais on diffuse ces connaissances. Nous, on fait des recherches dessus, mais ça prend du temps. Et quand on a des résultats, on les diffuse. Et eux, ils ont déjà les résultats. Donc ça va encore plus vite, parce que nous, ça prend du temps de les connaître, ces résultats. Mais une fois qu'ils sont établis, on peut lire et donc se mettre au courant de ce qui se passe très vite.
Et donc ça, c'est important qu'il y ait des sociétés savantes, que des amateurs, et je pense que c'est pareil dans toutes les matières, mais je connais mieux évidemment l'astrophysique, mais je pense que c'est très important qu'il y ait cette connaissance, le grand public s'intéresse, parce qu'il faudrait que de plus en plus, c'est dommage qu'une certaine partie de la population ne connaisse pas. Mais je pense que dès qu'on sait les intéresser, ils sont attirés et ils viennent. Par exemple, on fait des conférences, ils viennent, on se rend compte qu'ils savent déjà beaucoup de choses. Donc c'est intéressant.